Je m'appelle Jules Coignard, j'ai 36 ans, je suis le papa de 3 enfants. Je suis aussi entrepreneur puisque j'ai créé Circulaire. Avant de monter Circulaire, j'ai fait des études de classe préparatoire, d'école de commerce. J'ai commencé à travailler dans l'aéronautique en France puis au Mexique où je m'occupais des achats, qui n'était pas un métier passion pour moi. Et justement, c'était un peu le problème alors que j'étais dans un métier justement où il y a beaucoup de gens passionnés. J'ai découvert à ce moment-là l'économie circulaire. J'ai aussi fait la rencontre de Raphaël Mavigné qui est aujourd'hui mon associé. On a tous les deux eu un coup de foudre pour le concept qui était extrêmement confidentiel en 2013. Puis on a décidé de quitter notre emploi chez Airbus, de rentrer en France, de créer une association pour faire le premier tour du monde de l'économie circulaire. Donc on a trouvé 100 000 € de financement auprès d'une dizaine de grands groupes. On est parti 1 an et demi dans 22 pays, rencontrer 150 solutions d'économie circulaire, ce qui nous a encore plus motivés au-delà de toute la richesse qu'on a pu avoir au travers ce voyage. Et au retour en France, fin 2016, après avoir donné pas mal de conférences sur le sujet, on a décidé de créer l'entreprise circulaire. Donc aujourd'hui, Circulaire, on est 35 passionnés d'économie circulaire à œuvrer tous les jours pour ce concept, à aider finalement les grands groupes et les gouvernements, collectivités publiques à transitionner vers l'économie circulaire. Et pour faire ça, on s'articule autour de 3 piliers, la formation, le conseil et la création et l'animation de coalitions. Alors, de quoi rêvais-tu pour ton avenir lorsque tu étais enfant ? Alors j'ai eu plusieurs rêves quand j'étais petit qui ont été évolutifs. Au tout début, je voulais être professionnel de rugby quand j'étais petit. Je m'endormais le soir en pensant que j'avais le maillot de l'équipe de France et que je faisais des matchs. J'étais passionné par ce sport. Un peu plus tard, j'ai commencé à me dire que je voulais être prof de sport parce que je sentais que ça allait me permettre d'avoir un bon équilibre entre ma passion, le sport, et ma vie de famille à côté. Et peu à peu, j'ai commencé à me diriger vers le journalisme. J'ai d'ailleurs fait un stage de journalisme de 2 semaines à Moscou quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, pour me rendre compte un peu de ce qu'était le journalisme, de ce que j'allais aimer ou pas d'ailleurs dans ce type de métier. Je m'en suis un petit peu éloigné au fil du temps. Puis ensuite, j'ai été complètement perdu. Donc, quand je suis parti faire mes études, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire derrière. Je savais qu'un jour, j'avais envie d'avoir quelque chose en rapport avec l'océan, puisque je fais du surf depuis tout petit et c'est aussi une de mes grandes passions. Et c'est finalement un peu plus tard que j'ai découvert l'économie circulaire, les sujets environnementaux et que c'est devenu ma passion. Alors, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui en tant que dirigeant et comment surtout tu y es parvenu ? Je dirais que j'ai plusieurs choses dont je suis assez fier côté circulaire. Premièrement, mon association et mon articulation et ma relation avec mon associé, donc Raphaël Mavigné. Je pense que c'est c'est une des pierres angulaires de notre projet. Ça fait partie de mon équilibre et c'est aussi ça qui contribue, je pense, très largement au succès de Circulaire. Pour un peu extrapoler autour de ça, je suis assez fier de la manière dont on a formé Circulaire, donc l'équipe, l'ambiance qu'on peut avoir au sein de l'équipe, les valeurs qui sont vraiment une pierre angulaire encore une fois de la manière dont on gère l'entreprise. On a un board des valeurs chez nous, on a des gens qui représentent chacune des valeurs pour être sûr vraiment qu'elles sont vécues au quotidien, avec des choses à faire, des choses à ne pas faire pour entrer dans ce cadre-là. D'ailleurs, on fait extrêmement attention quand on fait des recrutements à s'assurer que les gens, a priori, parce qu'on peut le vérifier qu'une fois qu'ils sont chez nous, mais rentrent bien dans le cadre de valeurs qu'on peut avoir. Donc cette partie un petit peu structure, gouvernance et comment on arrive à faire interagir des gens qui sont honnêtement brillants, qui pourraient faire un peu ce qu'ils veulent dans le cadre professionnel, qui ont fait les meilleures études et qui ont les meilleures expériences et qui se retrouvent ici à travailler ensemble parce qu'ils ont un but commun qui est de développer l'économie circulaire pour finalement avoir un impact sur les différents enjeux environnementaux. Et la troisième chose, c'est peut-être l'impact qu'on a eu justement ces dernières années. Ça va faire bientôt 8 ans que Circulaire existe. Si le concept d'économie circulaire est aujourd'hui aussi développé en France, je pense qu'on y a humblement contribué à notre échelle. Et donc ça, c'est une vraie fierté de se dire que la France est quand même un des pays leaders en termes de circularité, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi AGEC notamment, mais aussi parce que beaucoup d'acteurs avancent sur le sujet, que ce soit des grands groupes, des startups, des ONG. Et donc je suis assez fier de me dire qu'à notre échelle, on y a contribué en étant assez pionnier finalement sur les sujets de circularité. Est-ce que tu peux nous partager un souvenir où tu as agi avec ce qu'on appelle chez HLU l'intelligence du cœur, à savoir l'intuition, le courage et l'empathie ? Alors c'est une très bonne question. J'ai un souvenir qui me vient en tête. Alors peut-être pour expliquer, il y a 2 ans, on s'est posé beaucoup de questions avec Raphaël autour de la puissance du digital pour un modèle de circularité. On voyait beaucoup de projets qui se développaient autour du digital, qui permettaient de faire passer à l'échelle certains sujets. Et on se dit que c'est dommage pour les sujets environnementaux de ne pas utiliser toutes les meilleures armes qui peuvent exister pour accélérer la transition. Donc on s'est beaucoup posé la question, on s'est dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas un modèle à trouver autour du digital qui permettrait de faire accélérer les organisations avec lesquelles on travaille,
pour leur permettre d'être en harmonie avec la nature, ce qui est notre raison d'être chez Circulaire. Et donc, on a décidé de faire ce pivot d'une certaine manière et donc d'investir sur la partie digitale. Donc, on a fait une levée de fonds associée. On a embauché quelqu'un avec pas mal d'expérience qui allait justement développer cette partie-là en se disant que on avait pré-identifié des outils digitaux qui pouvaient permettre d'accélérer la circularité. On a testé pendant 1 an et demi. On a arrivé à trouver certains modèles. On a un petit peu, d'une certaine manière, tâtonné jusqu'à trouver potentiellement le produit qu'on pouvait lancer. Et là, on a dû prendre une décision il y a 1 an et demi qui a été extrêmement compliquée pour nous et qui était basée justement sur un mix d'intuition, d'empathie d'une certaine manière et qui a été assez compliqué pour nous de prendre. Et finalement, on a décidé d'arrêter. Donc arrêter, ça voulait dire beaucoup de choses. Hein. C'est déjà de l'investissement qu'on avait fait qui allait être sorti d'une certaine manière. C'était aussi une personne qui était géniale et de laquelle on allait devoir se séparer. Donc c'était pas une décision facile. Mais en fait, on a eu plusieurs intuitions pour revenir sur le mot. La première, c'est que le digital était peut-être pas notre ADN finalement, et quand on voyait les succès autour du digital, c'est des gens qui aimaient foncièrement ça. C'était pas particulièrement le cas chez nous avec Raphaël. C'était plus une opportunité vraiment d'augmenter l'impact qui nous avait poussé à faire ça. Donc ça, je pense que ça aurait été potentiellement une erreur d'essayer de continuer dans cette voie-là. Une autre intuition, c'est qu'on pensait que il n'y avait pas forcément un market fit, donc un marché qui était prêt à ce moment-là sur le sujet de circularité. Donc du coup, on allait devoir investir beaucoup pendant longtemps. Donc ça allait changer notre mode de gouvernance potentiellement parce qu'on allait devoir multiplier les levées de fonds. C'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'en parallèle, on a commencé justement à avoir plus d'intuition et plus d'appétence sur les sujets d'écosystème et de coalition qui sont finalement au cœur de ce qu'on fait depuis le début avec Circulaire. En se disant, tiens, on a lancé un club circulaire donc qui réunit 60 grands groupes, 60 startups et le ministère de la Transition écologique en 2018. Ça fonctionne bien, on s'éclate à faire ça, on voit bien la pertinence qu'il y a sur un modèle d'économie circulaire de regrouper des acteurs. Et on pensait que ce serait pertinent d'avoir des coalitions sur des sujets extrêmement spécifiques, donc des sujets d'économie circulaire. Typiquement, comment je mesure l'économie circulaire, comment je fais du réemploi dans les cosmétiques, comment je communique intelligemment sur l'économie circulaire, comment les banques peuvent avoir un rôle à jouer dans l'économie circulaire. Et comme ça, en réunissant des acteurs sur chacun de ces modèles-là, à chaque fois on va dire une quinzaine d'acteurs, en tout cas on pressentait à ce moment-là qu'on allait pouvoir avoir beaucoup plus d'impact, on allait beaucoup plus s'épanouir dans ce modèle-là. Et on pensait aussi que ce serait le modèle du conseil de demain. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné massivement, donc on a fait ce shift d'une certaine manière. Donc on a décidé d'arrêter le digital, encore une fois une décision pas facile, pour se tourner vers ce modèle de coalition qui allait en plus parfaitement venir compléter notre modèle de formation et de conseil. Et qui restait votre ADN aussi. Et du coup, qui était beaucoup plus proche effectivement de ce qu'on était avec Raphaël. On adore connecter les gens. Je pense qu'on a une capacité de pouvoir échanger avec des acteurs très différents, que ce soit les grands groupes. Nous-mêmes, on venait d'un grand groupe, donc on sait bien comment ça fonctionne. Mais aussi les ONG purement environnementales qu'on a pu découvrir de notre tour du monde, les solutions circulaires, les gouvernements. Et on pense qu'on a beaucoup plus de valeur à être ce catalyseur finalement entre ces différentes typologies d'acteurs, plus que développer un outil tech, même si encore une fois je pense qu'il y a une énorme pertinence à utiliser le digital dans l'économie circulaire pour démultiplier l'impact. Selon toi, de quoi les dirigeants d'entreprise ont besoin aujourd'hui? Je pense qu'il y a pour avoir du coup pendant notre tour du monde rencontré 150 dirigeants d'entreprise depuis en être devenu moi-même un et en connaître beaucoup, je pense qu'il y a quand même une chose qui me semble extrêmement importante pour les dirigeants, pour qu'ils se sentent épanouis et qu'ils fassent bien leur travail, c'est d'avoir de la passion et au-delà de la passion en plus d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Et je pense que malheureusement parfois on s'écarte un peu de ça par ambition professionnelle. Enfin, il peut y avoir beaucoup de raisons qui sont toutes valables de s'en écarter. Mais j'ai l'impression que les personnes que j'ai rencontrées qui n'étaient pas en train de faire quelque chose qu'ils adoraient faire, ils avaient plus de mal à le faire. C'était plus compliqué. Parfois, ils étaient moins motivés finalement. Et on a besoin de motivation et de résilience. Alors encore plus quand on fait de l'entrepreneuriat. A contrario, les gens qui font ce qu'ils aiment et qui en plus donnent du sens à ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils voient l'impact positif qu'il va y avoir derrière. Je veux dire, la motivation, elle est intacte, même si c'est pas toujours facile. Absolument, je veux pas idéaliser ce schéma-là, mais c'est quand même beaucoup plus simple de passer. Par les hauts, c'est simple pour tout le monde, quoi qu'il arrive, mais par les bas, notamment, en se disant, je sais pourquoi je le fais. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement nécessaire quand on veut avoir des réussites dans des enjeux aussi complexes que sont les enjeux environnementaux. Et moi, en tout cas, ça me porte tous les jours d'être passionné par ce que je fais, passionné par le sujet de circularité
et avoir une bonne compréhension en plus de pourquoi je le fais et quel va être l'impact derrière et ce que je veux laisser finalement à mes enfants. Et t'entourer de gens qui sont comme toi? Tu Bah, parlais de ton équipe au début. C'est absolument nécessaire. Déjà que mon associé le soit, et pour qu'on est extrêmement alignés, on a eu le temps de l'éprouver lors de nos voyages, lors des années qu'on a pu vivre ensemble. Mais aussi au sein de l'équipe. De toute façon, nous, globalement, les gens, ils viennent chez Circulaire pour ça. C'est ce qu'ils viennent chercher, en fait. Ils viennent chercher du sens, ils viennent chercher de l'alignement entre l'énergie qu'ils ont envie de mettre et le but de ce qu'ils vont faire. Et pour le coup, c'est un trait commun qui rend les choses beaucoup plus simples. Et c'est pour ça aussi qu'on a un mode de gouvernance extrêmement horizontal et que les gens ont un énorme niveau d'autonomie. C'est qu'on leur fait extrêmement confiance. On sait pourquoi ils sont là, on sait qu'ils sont motivés, on sait pourquoi ils viennent. Et de toute façon, sinon, ils viendraient pas chez nous. Et ça rend les choses beaucoup plus simples finalement. Encore une fois, dans les interactions qu'on a entre nous, dans les choix qu'on va faire, même si évidemment on a des débats parfois sur est-ce qu'on doit faire ça ou pas, donc ça rend les choses extrêmement intéressantes. Mais encore une fois, le fait de se positionner sur des sujets environnementaux comme on l'est, ça permet d'attirer des talents qui sont incroyablement brillants et en plus qui sont extrêmement motivés par les sujets. Et ça rend tout plus facile derrière. Et enfin, qu'est-ce que tu as appris dans ton parcours et qui pourrait servir à d'autres personnes? Je dirais que j'ai 3 apprentissages majeurs. Le premier, qui était pas du tout intuitif pour moi au début, et si je regarde dans le rétroviseur et que je vois où on en est aujourd'hui chez Circulaire et le relatif succès qu'on peut connaître, il y a une chose qui a contribué majoritairement, c'est le timing. Et le timing, c'est extrêmement dur à saisir d'une certaine manière. Et je reprends une citation de la série How I Met Your Mother qui disait Everything is about timing, but timing is a bitch. Bon, je pense qu'elle parlait de relations amoureuses, mais je pense qu'on va voir la même chose sur la partie business, entrepreneuriat. Je pense que le succès de certains modèles, il est extrêmement dû au timing, on va dire exogène, enfin en tout cas du contexte politique, économique, social, culturel, environnemental. Et nous, on est arrivé sur le sujet d'économie circulaire vraiment au tout début, quand c'était pas encore quelque chose, on a contribué à le développer. Et au moment où on a créé l'entreprise, c'est le moment où le sujet commençait à se développer fin 2016. Et encore plus maintenant, on voit vraiment une accélération, notamment cette année avec l'arrivée de différentes lois, notamment la CSRD au niveau européen. Et ça, en fait, ce qui est dur, c'est que c'est très dur de le sentir, ça. Alors on a fait quelque chose qui nous a quand même pas mal aidé. Raphaël avait rencontré quelqu'un au Brésil qui avait fait le tour du monde en 80 hommes. Il avait rencontré 80 personnes, Sylvain Darnil, inspirantes sur le sujet. Il avait écrit un livre après. Il lui avait dit, mais Raphaël, tu devrais faire la technique des 50 cafés. Tu rencontres 50 personnes différentes, avec des backgrounds complètement différents, un architecte, un employé de mairie, enfin peu importe, mais qui vont chacun t'apporter une vision différente de ton projet. Et à chaque fois, c'était en train déjà à raconter ce que tu veux faire, sachant que c'est flou. Au départ, c'était absolument flou ce qu'on voulait faire. Et à chaque fois, on a pu en tirer des choses très différentes, des gens qui nous ont dit c'est nul, ça va jamais fonctionner, mais du coup, mais pourquoi, explique-moi. Donc hop, on en tirait quelque chose. Des gens au contraire qui étaient extrêmement motivés. Et ça a permis de nous construire, et ça, je pense que ça permet un petit peu de ressentir cet aspect de timing, un peu de ressentir les signaux forts, les signaux faibles qui peuvent exister. Mais encore une fois, il y a une partie de chance probablement. Et encore, même si je pense que la chance c'est une compétence qui peut se travailler. Le deuxième point, c'est la partie résilience, je dirais. J'en ai un petit peu parlé précédemment, mais quand on fait de l'entrepreneuriat ou quand on vient monter des projets ambitieux sur des sujets environnementaux, sociaux, on va forcément avoir des hauts. Bon, ça va être génial, on va être extrêmement content. Et on aura aussi des bas. Nécessairement, on connaît des échecs. Encore une fois, tant qu'on est passionné, c'est toujours plus simple d'arriver à surpasser ces échecs. Mais néanmoins, on a besoin de montrer des capacités de résilience parce que on a besoin de pas se laisser abattre. Je pense aussi qu'avec l'expérience, c'est de plus en plus simple. Je prenais plus à cœur mes succès et échecs au début que je les prends aujourd'hui. Maintenant, quand il y a des choses bien qui arrivent, je suis extrêmement content évidemment. Quand il y a des choses mal, je suis triste. Néanmoins, j'arrive à plus facilement le gérer, à gérer mes émotions liées à ça, parce que je sais que finalement, comme j'ai un but en plus suprême d'une certaine manière derrière, qui est la transition écologique, je sais que c'est un combat de malheureusement moyen-long terme, alors que ça devrait être d'ailleurs plus rapide. Et donc, je sais que c'est un marathon et que je dois pas m'essouffler à la première difficulté. Et une autre chose qui m'aide, et ça arrive sur mon troisième point, c'est clairement mon association. Donc, et ça, je pense que c'est pas tout le temps simple de trouver le bon associé ou la bonne associée. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Déjà, il y a des gens qui font des choses tout seuls et qui le font très bien, des dirigeants qui font des choses tout seuls qui font très bien. Quoi qu'il arrive, ils auront besoin d'une équipe à un certain moment. Mais en tout cas, trouver la bonne personne avec qui s'associer, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important dans la relation que je peux avoir avec Raphaël, la vision commune qu'on a des choses, que ce soit d'ailleurs
des sujets environnementaux et économiques au sens large, mais aussi de la manière dont on veut mener l'entreprise. On se retrouve extrêmement bien, du coup les choix sont beaucoup plus faciles et du coup, encore une fois, les échecs sont beaucoup plus simples à vivre puisqu'on va venir partager la responsabilité des choix qu'on va faire quand on connaît des échecs ou d'ailleurs quand on va prendre des grands choix stratégiques comme le choix dont j'ai parlé précédemment sur le digital. Et ça, un conseil que je peux donner, c'est vraiment en cas d'association de trouver la bonne personne et de passer du temps à la trouver parce que c'est une valeur inestimable et aussi dans le recrutement qu'on peut faire de ces équipes de la même manière, de pas se précipiter. C'est incroyable la force des gens qu'on va trouver et la différence entre trouver quelqu'un qui fit parfaitement autant en termes de compétences que de fit humain et de valeur, à quel point on va pouvoir accélérer le modèle beaucoup plus largement derrière, se sentir bien dans la manière dont on va le faire et s'éviter des moments qui pourraient devenir compliqués. Et juste pour revenir, tu parlais de la chance et tu disais que la chance, ça se travaillait. Comment tu as travaillé ta chance? Je pense effectivement que la chance, c'est une compétence. C'est marrant, on fait des DJD chez nous, chez Circulaire, donc c'est-à-dire chacun vient exprimer un point de vue qui lui semble intéressant, quelque chose qu'il veut apprendre au reste de l'équipe. Ce que je recommande, c'est extrêmement intéressant. Quelqu'un qui peut venir parler de sa culture chinoise, quelqu'un qui peut venir parler d'un voyage qu'il a fait dans telle contrée, sous tel mode de transport par exemple. Moi, j'en ai fait un sur la chance parce que c'est un sujet qui me passionne. Je pense qu'on peut cultiver ça avec différents critères et différentes habitudes, je dirais. On se rend compte que finalement, on a de la chance quand on s'ouvre le plus d'opportunités possible. Et pour s'ouvrir des opportunités, il faut savoir déjà être attentif à ces opportunités. Donc, se dire tiens là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai pas peur d'essayer de le faire. Il y a aussi quelque chose sur le fait de sortir de ses habitudes. C'est-à-dire pas toujours faire les mêmes routines parce qu'on a beaucoup moins d'opportunités d'avoir de la chance d'une certaine manière. Alors que si je vais rencontrer des nouvelles personnes, au lieu de passer par là, je passe par là, je vais m'ouvrir à des nouvelles choses que j'ai pas l'habitude de faire et donc potentiellement je vais générer de la chance. Si je parle à telle personne, je pense qu'il y a un sujet d'ouverture aussi, d'être très ouvert sur ce qu'on veut faire, d'en parler, parce que c'est aussi comme ça qu'on va susciter des opportunités. Encore une fois, il y a une forte corrélation entre la chance et l'opportunité. Et je pense aussi que c'est une manière d'être d'une certaine manière. Plus on est ouvert, plus on est positif, plus on arrive à créer des relations vraies avec les autres, plus on a l'opportunité de créer de la chance. On va aider quelqu'un, quelque part il va se dire tiens j'ai eu de la chance, il y a ça qui m'est tombé dessus, et vice versa. Donc encore une fois c'est un concept qui est pas si simple que ça, qui est pas si clair, mais je pense qu'il peut se travailler, et c'est en tout cas quelque chose qui me fascine personnellement. Quelque chose à ajouter pour finir? Non, mais moi, pour terminer, je dirais que, encore une fois, on est face à un enjeu colossal qui est les enjeux, que sont les enjeux environnementaux aujourd'hui. Le climat, l'eau, la biodiversité, il y en a malheureusement énormément. On n'a jamais eu d'enjeu aussi fort dans l'histoire de l'humanité. Je pense que quand on regarde ce qui s'est fait dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a des grands défis, on voit que les gens globalement arrivent à se retrouver pour y faire face. Le Covid, plus récemment, nous l'a prouvé. Game of Thrones nous le trouve aussi quand les familles se retrouvent ensemble pour combattre les White Walkers qui arrivent pour les détruire. Donc je pense que l'humanité a toujours réussi à faire ça et que là il n'y a pas de meilleure raison que ce défi climatique qui va tous nous toucher, malheureusement d'ailleurs de manière inégale en commençant par les populations les plus pauvres, pour se réunir, essayer de trouver des solutions. Et je pense que c'est vraiment dans cet aspect de réunion, de coalition, d'alliance, d'entraide qu'on va trouver les solutions pour réussir à répondre à ce défi qui est immense, encore une fois, qui est déjà en train de nous toucher aujourd'hui. Et je terminerai sur le fait qu'il y a une urgence de le faire. Donc ça, c'est le côté défensif d'une certaine manière. Si je regarde le côté offensif, c'est aussi qu'on prend énormément de plaisir à le faire. Une fois qu'on est passé par tous les stades dont on se rend compte de cette urgence écologique, on prend énormément de plaisir à travailler sur ces sujets, on prend énormément de plaisir à retrouver avec d'autres personnes motivées qui travaillent sur ces sujets. Il y a énormément d'opportunités aussi qui s'offrent à nous. Il y a aussi un énorme sujet business, je pense, pour les entreprises, puisque les entreprises qui ne feront pas ce shift-là vont connaître des problèmes de résilience de leur modèle, des problèmes de résilience d'approvisionnement, tout d'abord. Donc ça, on commence à le voir aujourd'hui, mais aussi des problèmes de distribution, des problèmes de fidélisation de leurs clients. Enfin, il y a énormément d'arguments aussi économiques de faire ce shift, et tant mieux. Et je pense que les gens ont besoin, pour finir de faire ça, d'avoir des visions assez claires je comprends le monde tel qu'il est, je comprends le monde tel qu'il évolue, je choisis la place que je veux donner à mon entreprise dans ce monde-là, qu'elle soit contributrice de ces sujets, et je comprends aussi les problèmes qu'aura mon entreprise si je ne fais pas ces changements-là.
Et encore une fois, hein, les 150 entrepreneurs, pour revenir et puis pour boucler la boucle sur mon aventure de tour du monde il y a bientôt une dizaine d'années, ils avaient tous le sourire lorsqu'ils faisaient ce qu'ils faisaient tous les jours. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant de travailler avec passion pour quelque chose qui nous dépasse et un but qui est absolument positif. Merci beaucoup, Jules. Merci.